Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans les pages d'un immense classique de la littérature japonaise. C'est une histoire d'amour, une histoire d'art, qui a littéralement façonné une nation. Les contes 10. Écoutez bien ces quelques mots, c'est l'un des poèmes les plus célèbres de tout le Japon. Il est rempli de mélancolie, de beauté, et il est au cœur même de l'histoire qui nous intéresse. Et ça soulève une question qui est assez fascinante, je trouve. Comment est-ce qu'une œuvre aussi ancienne peut encore nous parler d'amour et de perte avec une intensité pareille? C'est exactement ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Alors, pour vraiment comprendre cette histoire, il faut d'abord faire un petit voyage dans le temps. Il faut s'imaginer une société complètement, mais alors complètement différente de la nôtre. Le contraste avec notre monde est saisissant. Dans l'aristocratie japonaise des 9e et 10e siècles, la survie sociale ne dépendait pas de la force, non. Elle dépendait de la capacité à composer un poème touchant. Et pour séduire, pas de mots directs, non, non. Tout était un jeu subtil et élégant de poésie. Et l'outil principal de ce jeu, c'était le waka. Attention, ce n'était pas juste de l'art pour l'art, c'était le moyen de communication numéro 1. On pourrait dire que c'était une sorte de SMS de l'époque, mais infiniment plus poétique et bien plus exigeant. Et au centre de ce monde de poésie, il y a notre protagoniste, Hariwara no Narihira, un personnage inspiré d'une figure historique. Il faut s'imaginer un prince qui choisit la passion et la beauté plutôt que le pouvoir. Un homme complexe, un grand séducteur, mais avec une sensibilité à fleur de peau. Sa vie, c'est une succession de passions, de joies, de chagrins, et tout ça, ce n'est pas raconté par des chapitres, mais par des poèmes. En fait, le format du livre est vraiment unique. Ce n'est pas un roman classique. La meilleure analogie, ce serait de penser à une comédie musicale. Quand la tension dramatique est à son comble, eh bien, au lieu de chanter, les personnages composent un poème. C'est un procédé, franchement, d'une grande ingéniosité. Sa vie, on peut la lire comme une pièce de théâtre en 4 actes. Ça commence par l'innocence d'un premier amour, puis ça plonge dans le drame d'une passion interdite, ça continue avec un voyage presque initiatique, et ça s'achève sur une contemplation très sereine face à la mort. Les 2 premiers actes sont vraiment marqués par 2 amours. Le premier, une histoire charmante, assez innocente, avec 2 sœurs. Mais le second, c'est une passion dévorante, taboue, avec une femme de très très haut rang. Et quand ils sont séparés de force, son monde s'effondre. Il est contraint de quitter la capitale, et c'est ce qui nous amène à la suite de sa vie. Cette peine de cœur va le pousser vers l'Est, dans un long voyage qui est autant une fuite de la cour qu'une véritable quête de soi. Il part donc pour ce qui est aujourd'hui la région de Tokyo, une terre qui, à l'époque, était considérée comme sauvage et lointaine. C'est un voyage qui n'est pas seulement géographique, il est surtout intérieur. C'est l'homme sophistiqué de la cour face à la nature brute. Et pendant ce voyage, il vit des moments d'une intensité poétique folle. Il est bouleversé par la majesté du mont Fuji. Il fond en larmes en voyant un oiseau, qu'on appelle l'oiseau capital, parce que son nom lui rappelle la femme qu'il a laissée derrière lui. En fait, il comprend que la nature est le miroir de son propre chagrin. Et ce voyage personnel, cette expérience si intime de la perte, va, paradoxalement, donner naissance à l'un des concepts les plus fondamentaux de toute la culture japonaise. Ce concept, c'est le miyabi. Ce n'est pas juste de l'élégance, c'est bien plus profond. C'est la capacité de voir la beauté, non pas malgré la tristesse, mais dans la tristesse. La beauté d'une fleur de cerisier qui va bientôt tomber, par exemple, c'est une idée qui est née de son expérience. Et l'autre concept clé, c'est l'ikorogonomie. Alors si on le traduit littéralement par amateur de passion, on passe à côté de l'essentiel. Ce n'était pas du tout péjoratif, au contraire, c'était un compliment. Ça désignait une très grande intelligence émotionnelle, une capacité à comprendre toute la complexité des sentiments humains. Ces 2 concepts, eh bien, ils nous amènent au message central du livre. Et ce message, c'est une véritable ode à la vie. Il nous dit de suivre notre cœur, de rechercher la beauté, même si ça implique de la souffrance. Mais au-delà de sa beauté purement littéraire, pourquoi cette histoire, vieille de 1000 ans, continue de nous toucher aussi profondément? La fin de la vie de Narihira est aussi poétique que son existence. Sentant sa mort approcher, il compose ce dernier poème. C'est une acceptation magnifique, poignante, de la finitude de toute chose. Et tout ça, ça nous ramène au poème du début. Maintenant qu'on connaît sa vie, qu'on a fait ce chemin avec lui, ces mots prennent une toute autre dimension. En fait, ce poème décrit son retour sur les lieux d'un amour perdu. Il constate que la nature, la lune, le printemps, tout est identique, magnifique, comme avant. La seule chose qui a changé, c'est lui. Le monde est resté le même, mais son cœur est brisé. C'est ça, l'essence même du miyabi. Et voilà la réponse à notre question initiale. La douleur de l'absence, ce sentiment de
n'est pas pouvoir se voir, c'est une émotion universelle. C'est le thème de milliers de poèmes de l'Érhéen, et c'est aussi le thème de nos chansons d'aujourd'hui. Au final, les contes disent, ce n'est pas une histoire triste. C'est une histoire qui nous dit que tomber amoureux, souffrir, pleurer, tout ça, ça ne fait pas d'une vie un échec. Au contraire, ça lui donne sa couleur, sa saveur, sa profondeur. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question pour soi finalement. A-t-on le courage de vivre une vie guidée par la passion, même en sachant pertinemment qu'elle peut nous mener au chagrin ?